complet de l'actualité sportive, c'est dans votre quotidienne La Grande Team. Et vous connaissez le programme, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Bonsoir et bienvenue. Voici les grandes lignes de ce numéro de LGT. Au sommaire de La Grande Team ce mercredi, LGT News. Le focus de ce soir s'intéresse aux experts français Michel Lyonnais, Christophe Hersan. Ils sont accompagnés par Adingra Apollinaire, membre de la FIJDA. Quelles sont les propositions pour améliorer le jeu des éléphants? Ça fait l'actu. JB et son équipe sont d'attaque et vous souhaitent une bonne soirée. Les éléphants de Côte d'Ivoire sortent fraîchement de la fenêtre FIFA de septembre. Et bien sûr, on n'a vraiment pas fini de parler de nos pachydermes. Ce soir encore, un sujet concerne les éléphants de Côte d'Ivoire. Quelles sont vos propositions pour améliorer l'équipe? C'est notre question LGT de ce soir. Vous connaissez le numéro. Sinon, plus 225 27 21 59 93 99. La page Facebook de la 3 est également disponible. Et vous pouvez dès à présent nous laisser un commentaire qu'on va lire. Je reprends la question LGT de ce soir. Quelles sont vos propositions pour améliorer l'équipe? Plus 225 27 21 59 93 99. Place à LGT News. La Fédération ivoirienne de volleyball se donne les moyens de hisser cette discipline au sommet de la sous-région et partant de l'Afrique. C'est dans ce cadre que la FIVB a noué un partenariat avec la Fédération Sœur Émirati. Un mariage selon les dirigeants fédéraux qui contribuera efficacement au développement de ce sport sur toute l'étendue du territoire national. Basketball mondial féminin. La France croise la Chine en quart. La sélection française est désormais située sur son sort en ce qui concerne les quarts de finale du basketball féminin. En effet, les tricolores auront pour adversaire la Chine. Un gros morceau que les joueuses de Jean-Aimé Toupane affronteront demain jeudi à Sydney. Battues en phase de poule par les États-Unis, les Asiatiques partent favorites de ce duel. Le vainqueur de cette rencontre croisera en demi-finale le gagnant d'Australie et Belgique. Tennis, Yannick Sinner de retour dans le top 10. C'est le seul changement parmi les 20 meilleurs journalistes africains. Le lancement a eu lieu ce matin. Ils étaient nombreux, les journalistes sportifs, à investir le cercle des rails au plateau pour assister au lancement du prix Pape Diouf, une distinction qui aura la particularité de récompenser le meilleur journaliste africain. Initiateur de ce concours, José Diati, homme de médias et écrivain, a laissé entendre que ce prix sera évalué essentiellement sur la maîtrise des lois de jeu. Pour l'édition 0, 3 prix seront attribués, dont le plus gros lot sera accompagné d'une coquette enveloppe de 500 000 francs CFA et un matériel didactique. Notre objectif est de pérenniser la mémoire de Pape Diouf, qui avant d'être grand dirigeant fut aussi un grand journaliste, a expliqué José Diati. Association des entraîneurs. Le président Atsé Hyacinthe a présenté son bureau. Élu récemment à la tête de l'association des entraîneurs et éducateurs de football de Côte d'Ivoire, Atsé Kwao Hyacinthe a convié ses pairs à une assemblée générale extraordinaire ce mercredi. Ces assises, qui se sont tenues à la mairie d'Adjamé, ont permis au premier responsable de cette association de présenter officiellement son bureau exécutif composé de 10 personnes. Aussi a-t-il procédé à la présentation des conseillers, des responsables des commissions et des nouvelles dispositions juridiques et sociales. Et on va terminer la finale de la 9e édition du tournoi de football baptisé la CAN d'Anoumabo s'est tenue samedi dans le quartier Anoumabo de Marcory en présence de plusieurs personnalités. Le thème retenu cette année était l'intégration, facteur du vivre ensemble. Ayant une meilleure disposition tactique sur le terrain, c'est le Burkina Faso qui a battu la Côte d'Ivoire 3-1 grâce notamment à un doublé de Fabrice. Et voilà, fin des news sélectionnées pour vous, amis téléspectateurs. La team de ce soir est composée d'Henri Jouelbois et d'Yves Bricevet. Bonsoir messieurs. Bonsoir JB. Bonsoir JB. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va bien. D'accord. Henri Jou, on ne vous a pas vu lors de Côte d'Ivoire-Guinée. Rapidement, vos impressions?
Oh oui, Côte d'Ivoire-Guinée, quand même, ça a été un très bon match. Voilà, les éléphants, quand même, il y a eu plusieurs moments dans ce match. Déjà, dans un premier temps, la Côte d'Ivoire a dominé. Et puis après, il y a eu un petit relâchement, mais Terriers se sont vite ressaisis. Et puis, on a vu ce qui s'est passé, une domination complète du match. Et puis, voilà, ces buts qui sont venus voilà, symboliser cet état de forme. Mais il ne faudrait pas aussi oublier que, bon, voilà, bon, je le disais avant le match, il faudrait penser à essayer d'autres gardiens de but. Voilà, parce qu'en 2024, Badra aura 38 ans. Et ce n'est pas évident qu'il soit toujours performant. Déjà commencé LGP là. Allez, en tout cas, vous aurez compris. Pour les éléphants, je trouve. Mais il faut toujours essayer d'autres gardiens de but. D'accord, c'est un point essentiel et je reste convaincu que nous allons revenir là-dessus parce que ce soir, eh bien, on continue de parler des éléphants de Côte d'Ivoire, nos pachydermes. Quelles sont vos propositions pour améliorer l'équipe? Eh bien, c'est la question LGT de ce soir pour celles et ceux qui viennent de nous prendre en marche. Plus 225 27 21 59 93 99. Avant ça, un focus et ce soir, un mot de judo. C'est parti. L'INJS a abrité du dimanche 25 au mercredi 28 septembre dernier la deuxième session de formation des entraîneurs de judo initiée par la Fédération ivoirienne de judo en collaboration avec celle de la France. 70 entraîneurs, dont 10 venus du Togo, ont pris part aux séances dispensées par Michel Lyonnais, directrice de formation de la Fédération française de judo, et Christophe Hersan, formateur judo Jitsu. Pour nous en dire davantage sur ce vaste chantier initié par la FIJDA et la FF Judo, nous recevons sur ce plateau Maître Adingra Apollinaire, responsable de l'Académie de Judo de Côte d'Ivoire, chargé de l'organisation de ces stages. Il est accompagné des deux experts français, Michel Lyonnais et Christophe Hersan. Trois invités pour notre focus de ce soir. C'est du judo. Eh bien, on pratique le judo en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, la fédération essaie d'améliorer le judo en Côte d'Ivoire. On en parle ce soir avec nos invités. Bonsoir Michel Lyonnais. Bonsoir. Honneur aux dames. Naturellement, bienvenue. Merci. J'ai envie de dire à quoi bas, même si vous rentrez demain. Exactement. Ça passe vite. Ça passe vraiment vite. Alors, salut Christophe Bonsoir. Hersan. C'est ça. Vous allez bien? Très bien, très bien. D'accord. Et juste à côté de vous, on retrouve Maître Adingra Apollinaire. Bonsoir Maître. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Merci aussi. Voilà. Alors, vous représentez le président de la Fédération ivoirienne de judo, M. Dabonnet. Encore une fois, bienvenue. Alors, Maître Adingra, on sait que cette série de formation des entraîneurs s'inscrit dans le cadre de la mise en place du projet judo à l'école. Un projet qui permettra l'installation de plus de 80 salles de judo dans plusieurs établissements scolaires en Côte d'Ivoire. Où en sommes-nous aujourd'hui avec ce projet? Bon, je peux dire que le projet est sur une bonne voie parce que là, nous sommes en train de mener les démarches pour atteindre notre objectif. Déjà, nous avons obtenu 2 terrains au niveau de la ville d'Agboville. Un terrain pour construire le dojo social et un autre terrain pour une école primaire qui sera entièrement construite par la Fédération française de judo et équipée par cette fédération. Et après cela, nous allons déployer maintenant vers les 80 établissements et ensuite les équiper de tatamis pour la continuité de l'activité. D'accord. Alors, Maître, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons quand même cette compétition qui concerne les élèves l'OASU. Et rarement nous voyons le judo être pratiqué dans cette compétition. Est-ce que c'est ce qui vous a motivé à créer ce projet école-là pour aussi permettre l'apprentissage de la discipline aux enfants à partir du primaire? Je peux dire oui parce que au départ, dans les années 90, il y avait le judo dans l'OASU. Bien sûr. Et après, dans les années 2000, il y a eu un déclin. Donc, c'est au vu de tout cela que le président a initié ce projet afin de vulgariser le judo dans toute la Côte d'Ivoire, en passant par les élèves.
Yves? Alors, Maître Adingra, on sait qu'il y a, hormis la France, il y a quand même de grands pays de judo dans ce monde. Je pense au Japon, je pense à la Russie, je pense à la Hollande. Pourquoi la Fédération ivoirienne de judo s'est penchée spécialement et particulièrement sur la France? C'était quoi les critères qui vous ont permis de tisser ce partenariat avec la Fédération française de judo? Pourquoi? Parce que dès le départ, on était déjà en partenariat depuis les années 90. Et je pense que c'est dans cette optique que le président a continué à cette collaboration. Et hormis cela, la France est partenaire de la Côte d'Ivoire dans pratiquement tous les domaines. Donc voilà. Et donc avec tous les champions que la France a en ce moment, je pense que nous nous voyons en tout cas... Laissez-moi citer Teddy Riner. Ben voilà, Teddy Riner et tout ça. Alors, Michel, que pensez-vous déjà de cette initiative des dirigeants de la Fédération ivoirienne de judo? Et derrière, est-ce que de tels projets existent chez vous, en France? Alors, oui, effectivement, on trouve que c'est une excellente initiative de passer par la formation des enseignants pour développer le judo au sein de la Côte d'Ivoire. Forcément, avec un enseignement de qualité, eh bien, les petits judokas de Côte d'Ivoire vont pouvoir progresser et, voilà, et petit à petit, du coup, peut-être avoir d'excellents résultats sur les prochaines échéances importantes, internationales. D'accord. Henri Jo. Alors, Michel et Christian, c'est vrai que... Christophe. Je reviens toujours avec la question. Donc, Michel et Christophe, alors, c'est vrai, après cette formation, vous avez appris un peu sur le judo ivoirien. Mais déjà, avant d'arriver, que savez-vous du judo ivoirien? Ben, en fait, quand nous sommes arrivés en avril, pour tout dire, on ne savait pas forcément grand-chose. Donc on a découvert plutôt cela au cours du premier module de formation qui s'est déroulé en avril. Donc on a découvert les qualités aussi des petits judokas, et ces qualités sont essentiellement physiques, hein, c'est vraiment des petits judokas très, très athlétiques. Donc on a trouvé vraiment des personnes dynamiques, que ce soit au niveau des jeunes pratiquants ou que ce soit aussi des enseignants. Et puis grâce à ce dynamisme et à cette volonté en fait d'apprendre et aussi de partager, eh bien, nous avons essayé de progresser finalement tous ensemble au cours de ce premier module. Et comme visiblement donc, eh bien, le succès a été là, eh bien, nous avons pu mettre en place donc, un deuxième module voilà, ces jours-ci. Allez, au-delà de ces formations que vous venez donner ici en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y aura cette possibilité de voir les meilleurs judokas ivoiriens aller en France, participer à des compétitions ou à des formations du côté de la France? Alors, c'est tout à fait possible. Après, je dirais que c'est peut-être aussi une volonté de nos présidents respectifs de fédération, mais il est tout à fait envisageable, et ça s'est déjà fait, que des judokas d'autres pays venaient se former en France pour passer que ce soit des diplômes, que ce soit des grades, ou même s'entraîner. Oui, c'est tout à fait envisageable. Christophe, un mot sur le niveau des judokas ivoiriens? Alors, c'est ce qu'on évoquait ensemble. Nous, déjà, au niveau des enfants, on a été, comme l'a dit Michel, très agréablement surpris, car ils ont un niveau physique au-dessus de ce que nous, on peut avoir en France au niveau des enfants, ce qui nous a permis, en fin de compte, de rehausser le niveau technique pour essayer de leur donner des contenus, parce qu'on ne s'attendait pas à ça du tout. Et donc, du coup, on s'est adapté, on était très agréable, et puis ils comprennent très, 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 très vite. Donc après, les formateurs, les professeurs ivoiriens, ils vont devoir s'adapter à leur niveau, car ça peut aller relativement vite si c'est bien fait. Et le but, je crois, c'est même sûr, de la Fédération ivoirienne, c'est de suivre tout ça, les apprenants, pour vraiment suivre cette formation et monter les enfants au fur et à mesure. Et combien de modules ont meublé ces 2 sessions?
combien de Le module de formation. De formation, oui. Il y a eu 2 modules de formation. Là, Deux pour l'instant. modules. Oui, oui. D'accord. Et c'était articulé autour de quoi, ces différents modules? Le premier, c'était au niveau des caractéristiques des enfants, c'est-à-dire de cibler un maximum, en fin de compte, les caractéristiques propres des enfants, c'est-à-dire que par rapport des petits, on ne va pas les entraîner comme des grands. Bien sûr. Et donc, tout ça, c'était vraiment de cibler, en fin de compte, le cœur de cible pour donner des contenus pédagogiques adaptés à la tranche d'âge. Et après, on est monté. Et là, c'était les moyens, les outils pour les entraîner. Et on a partagé avec les Ivoiriens et les Togolais, qui nous ont aussi appris des choses. Donc, c'était vraiment un partage et un échange de toutes parts. Et à vrai dire, on s'est vraiment bien régalé avec nos frères ivoiriens et togolais. Alors, est-ce que vous pensez réellement que le projet est sur la bonne voie? Au niveau judo-école, oui, parce que maintenant, on a vu une différence, mais incroyable, au niveau des professeurs, entre le premier et le deuxième module. Et donc là, je pense que dès maintenant, ils peuvent s'adapter et former dans le judo-école, en l'occurrence, des bons petits judokas et judokates. Et après, voir, après, vu qu'ils seront formés avec les professeurs ivoiriens, ils vont pouvoir gravir tous les échelons et voir après briller rapidement au niveau international. Après, il y aura, à mon avis, d'autres modules derrière pour la performance et l'efficience Donc, technique. naturellement, ça s'inscrit dans la continuité. On pense. Mais maintenant, comme Michel l'a dit, notre président Stéphane Nomis et le président ivoirien, M. Dabonnet, ils sont en lien et ils vont se voir au championnat du monde de Tashkent dans pas longtemps. Et ils vont, je pense, bien dialoguer sur ce sujet, mais ça devrait être... après, on ne peut pas répondre pour eux. Oui, effectivement. Alors, au niveau des qualités, vous avez évoqué la bonne condition physique des judokas ivoiriens. Et si on devrait en faire des athlètes de haut niveau, qu'est-ce qui reste à parfaire? Alors, il y a des qualités, intrinsèquement parlant, pour les enfants, c'est indéniable. Par contre, après, il va falloir avoir le savoir pour justement cette tonicité naturelle, l'augmenter et... alors là, c'est un petit peu plus technique, mais de développer d'autres capacités physiologiques et bioénergétiques et aussi musculaires. Et c'est-à-dire en étant un petit peu, schématiquement, pas trop, sans être trop compliqué, si les Ivoiriens, c'est des Ferrari. Et ils montent très très vite, très très fort. Par contre, le réservoir, il se vide très très vite. Et nous, on va essayer de donner un peu le réservoir un peu plus long. Travailler sur l'endurance. C'est l'endurance, c'est l'aérobie surtout. Et sur l'aérobie, les capacités aérobie et l'endurance-capacité, c'est un peu la même chose. Et après, on va peut-être déterminer par profil, par rapport à l'équipe nationale, de faire des planifications vraiment adaptées et personnalisées par rapport à tous les athlètes de la Côte d'Ivoire au niveau de l'équipe nationale. D'accord. Monsieur Adingra, Christophe l'a touché du doigt. Une dizaine d'entraîneurs togolais ont pris part à cette session. Qu'est-ce qui a motivé cette ouverture, justement? Bon, déjà, depuis l'arrivée du président Dabonnet, il a initié un partenariat avec toutes les fédérations de la sous-région afin de donner du dynamisme au judo de la sous-région. Et grâce à ce dynamisme, les athlètes pourront performer à l'extérieur. Parce qu'une fois qu'il y a des tournois et que tous ces pays limitrophes viennent participer, ça fait grandir, ça fait monter aussi la qualité du judo dans la sous-région. Donc c'est dans cette optique que les Togolais ont pu assister. Mais dans les prochaines sessions, il y aura d'autres pays. D'accord. Mais déjà, vous nous rassurez que nos frères togolais sont repartis heureux. Oui, satisfaits. ils sont repartis heureux et très satisfaits aussi. Très satisfaits. D'accord. Michel, s'il y avait un bilan à dresser après ces deux sessions, bien, on aurait quoi? Alors, on a noté vraiment une progression, en fait, parce qu'on a vraiment travaillé dans le partage et puis dans la recherche aussi, tous ensemble. Et donc en mettant en situation les enseignants sur différentes thématiques, techniques, pédagogiques, on a vraiment remarqué en fait qu'ils avaient nettement progressé dans leur approche, qu'elle soit technique ou pédagogique. Mais en fait, tous ensemble, comme l'a dit mon collègue Christophe, on a tous appris de tout le monde, hein, c'est un petit peu le but du jeu aussi. Et on a vraiment noté que finalement, leur approche évoluait
évoluait par rapport à tout ce qu'on a pu voir tous ensemble au cours de ces 2 modules. Et voilà, on pense, alors on n'a pas forcément, comment dire, la science infuse sur une pédagogie unique, hein, mais on est là tous pour progresser tous ensemble et essayer de faire évoluer les choses dans le bon sens. D'accord. Alors, Christophe, qu'est-ce qui vous a le plus séduit durant ces 2 séjours abidjanais, j'ai envie de dire? Ah, c'est une très bonne question. C'est l'ambiance. L'ambiance et Michel a fait un exercice cet après-midi avec notre ami chinois et qui a mis une espèce de gaieté. C'est ce qui ressort, c'est-à-dire que c'est communicatif. On est là. Des fois, on a des formations qui sont un petit peu mornes et tout. Là, c'est pas du tout le cas. Et c'est très vivant. Et moi, je pense que ce côté-là, c'est une force. Ouais, j'adore. Ouais. J'adore vraiment parce qu'on n'a pas l'habitude. Et c'est très... Même pour nous, c'est encourageant, c'est motivant. Et ils ont un côté animateur fabuleux. Fabuleux, fabuleux. D'accord. Ouais. Alors, voilà, Michel, je vous ramène la question. Enfin, ce qui vous a le plus séduit? Oui, c'est la bonne humeur, c'est l'ambiance, l'accueil aussi hein, qu'on nous a fait. Hein. Voilà, nous, on arrive de France, on découvre un petit peu le pays. Voilà, c'est tout. Un plat ivoirien que vous avez aimé? Je peux répondre pour elle, c'est la loco. Est-ce que vous avez goûté le garba? On va pas tarder. Mais le départ, c'est demain. On va trouver ce soir. Allez, monsieur Adingra, ce soir, franchement, ce soir, c'est gâté. C'est gâté ce soir. Allez, ils nous ont dit, on n'arrête pas là. Déjà bien tropicalisé. Allez, vous avez parcouru pas mal de pays? Je ne me trompe pas, pour des sessions de formation dans le genre. Michel, vous surtout. Et qu'est-ce qui manque à la Côte d'Ivoire pour se rapprocher du niveau de la France? Il faut continuer comme ça. Ils sont vraiment sur la bonne voie. Il faut continuer à se voir. En fait, il faut poursuivre cette dynamique-là qu'ils ont commencé à faire entre eux. Donc il faut échanger entre les enseignants. S'ouvrir un petit peu effectivement sur l'extérieur, voir ce qui se passe d'un côté, de l'autre. Et puis c'est comme ça en fait que les progrès vont venir petit à petit, hein, de toute façon. Aujourd'hui, le judo français quand même fait partie des meilleures écoles, hein. On va pas l'oublier. Est-ce que la présence de Français d'origine africaine a apporté quelque chose de plus, hein, dans ce rang que vous occupez? Ah oui, carrément, clairement. Et pas que les Africains, ça peut être aussi tout ce qui est au niveau des Antilles. C'est clairement, oui. De toute façon, c'est ce qui fait un peu, enfin, moi, mon avis, un peu la force de la France, cette mixité qui fait qu'on peut prendre un peu de partout. Et la Fédération française est beaucoup moi, je suis beaucoup dans les cités, et j'adore cette force-là, parce qu'il y a une force vive qui est incroyable. Et d'ailleurs, on ne parle pas assez de ces forces vives. On parle souvent de ce qui n'est pas bien, mais par contre, ce qui est bien, on ne le dit pas. Et là, par contre, là, ils sortent vraiment de tout ça, et c'est vraiment très intéressant pour l'avenir. Parce que ça permet d'en faire des citoyens, de les intégrer, d'avoir leur place dans la société. Allez, merci beaucoup de le dire comme ça. On ne l'entend pas toujours. Allez-y, Yves Boris. Je veux revenir quand même sur ce vaste projet qui est mis en place par la Fédération, notamment 80 salles qu'on va implanter dans des écoles. On parle d'1 milliard en équipement et en matériel qui viendront de la part de la France. Cependant, on s'interroge sur la finalité de ce vaste projet que la Fédération ivoirienne de judo est en train de mettre en place. Ou peut-être le résultat, on s'attend à quel résultat? On s'attend à quoi, véritablement? Déjà, dans un premier temps, c'est de vulgariser le judo dans toute la Côte d'Ivoire et c'est de permettre d'occuper sainement les enfants. Parce qu'avec tous ces fléaux qu'il y a en ce moment, un enfant qui n'est pas occupé, il va ailleurs. Donc, il faut occuper ses enfants à faire le sport, qui est le judo. Et le judo, il regroupe tout et il favorise l'éducation et tout ça. Donc, c'est tout ça que nous avons vu. Et nous voulons déjà aussi atteindre, avoir des grosses médailles, des médailles d'or. C'est ce qu'on recherchait. C'est à travers... Le Taekwondo a ouvert la voie. Est-ce que le judo va pas faire pareil? Si, le judo... Est-ce qu'on peut s'attendre à une médaille?
de la part du judo? Paris 2024? Oui. Paris 2024, je peux dire, c'est trop tôt? C'est trop tôt, mais nous nous projetons sur 2028. Ah, Voilà. d'accord. Ok. D'accord. À Los Alors, Angeles. Maître Adengra, pour terminer, vous avez bouclé ces 2 stages. Ce sera quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est d'ouvrir déjà l'école, l'académie du judo, pour continuer ce que les experts français ont apporté. Nous allons continuer la formation des encadreurs au fur et à mesure, afin que tous ces clubs de judo qui seront ouverts puissent être bien équipés, bien structurés. équipés, voilà, sur le côté... D'accord. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Voilà. Merci. Bien, je rappelle que Michèle Lyonnais, vous êtes directrice de formation de la Fédération française de judo. À côté de vous, Monsieur Christophe Hersan, formateur judo jiu-jitsu. J'y arrive? Jiu-jitsu. Allez, j'y arrive, grâce à vous. Il y a également Maître Adengra Apollinaire, responsable de l'Académie de judo de Côte d'Ivoire, chargé de l'organisation de ces stages qu'on a pu voir en illustration, dont on a parlé. Michel, Christophe, bon retour en France. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Allez. Et bon appétit quand vous allez avoir le garba. Le garba, c'est tout ça. Maintenant, on va y passer là. Voilà. Ah oui, c'est maintenant. On va passer Allez, une bonne et soirée. surtout, revenez quand vous voulez. Voilà. Merci Dès que beaucoup. vous êtes en Côte d'Ivoire, n'hésitez pas. Merci à On vous. ne manquera pas. Nous allons effectuer quelques remplacements avec la sortie d'Henri Jouelbois et nos invités. Balo et Martial Gourou vont effectuer leur entrée sur ce plateau. Les éléphants de Côte d'Ivoire seront au cœur du débat dans quelques instants seulement. Le temps de la pub, ne zappez surtout pas. La cérémonie du Ballon d'Or arrive à grands pas. Exceptionnel. Depuis 1956, elle récompense les meilleurs joueurs de l'année. Une cérémonie avec un palmarès prestigieux. Après Lionel Messi en 2021, qui sera le prochain Ballon d'Or? Rendez-vous le 17 octobre 2022 pour la 66e cérémonie du Ballon d'Or France Football, en direct et en exclusivité sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. La Belle et les Bêtes, émission de divertissement 100% bonne humeur. Votre talk show qui traite de l'actualité culturelle et sportive, le tout saupoudré d'une bonne dose d'humour. La Belle et les Bêtes, l'émission intelligente. Retrouvez la belle Eunice Dago et son équipe désormais à 18h30 du lundi au vendredi, toujours en direct sur la 3. Je ne m'attendais même pas qu'on me dise un jour que je ressemblais à Suspect. Ça fait vraiment plaisir de ressembler à une belle Miss. La Belle et les Bêtes, l'émission intelligente. Bienvenue dans l'antre de la belle. L'amour que je ressens pour la fille, ce n'est plus le même. Ah, mais c'est parce que je suis énervé. Ça, c'est pas émouvant. La Belle et les Bêtes, réagissez en direct en appelant au 27 21 59 93 99. C'est l'amour parce que l'amour n'a pas de frontières. Suivez La Belle et les Bêtes pour une fin de journée agréable. La 3, nous offrons 3 fois plus. Le sport ne s'arrête pas sur la 3 après le judo. On parle football à présent. On parle de nos pachydermes, les éléphants de Côte d'Ivoire. Et bien sûr, juste après la fenêtre FIFA de septembre, après le Togo, après la Guinée, on continue, oui, le décryptage. Et ça se fait avec vous. Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Ce soir, notre question LGT. Quelles sont vos propositions pour améliorer l'équipe? Martial Gourou et Mohamed Balo nous ont rejoints pour naturellement parler de ce sujet. Bonsoir Martial Gourou. Bonsoir JB. Comment allez-vous? Assez bien.
Vous êtes d'attaque? Oui, tout à fait. Comme d'habitude. On peut décrypter le 3-5-2? Oui, tout à fait. Le 4-3-3? Oui. Balo, vous, ça sera le 4-4-2? Ouais, le 4-3-3. Moi, je suis un adepte du 4-3-3. Vous savez peut-être pourquoi en coulisses. Léo Messi. Je rappelle que Balo c'est un très bon footballeur. Hein. Il est un peu comme Léo Messi. Un petit gabarit technique. J'étais formé en Espagne. En tout cas, merci de jouer pour la grande team. Ouais, c'est ça. Allez, voici le jingle de l'actu. En place depuis mai, Jean-Louis Gasset réalise presque un sans faute. Alors de ce petit bilan, certainement qu'il y a des choses à parfaire au sein de cette équipe récap. Nommé en mai dernier, le sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset, a eu une idée un peu plus nette du potentiel de son groupe. En 2 regroupements et 4 matchs disputés, le technicien français aura convoqué au total 42 joueurs. Il a accordé du temps de jeu à 30 d'entre eux, un gardien de but, 12 défenseurs, 6 milieux de terrain et 11 attaquants. 3 systèmes de jeu ont été utilisés, 4-4-2, 4-3-3 et 3-5-2. L'équipe a enregistré 3 victoires et 1 nul, pour 8 buts marqués et 3 encaissés. Les meilleurs buteurs sont Sangaré Ibrahim, Seko Fofana qui compte 2 réalisations chacun. Le prochain rendez-vous des éléphants, c'est en mars 2023 pour la double confrontation face aux Comores dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023. Et voilà, quelles sont vos propositions pour améliorer l'équipe? Question LGT de ce soir. On ouvre directement le téléphone, plus 225 27 21 59 93 99. On n'oublie pas la page Facebook de la 3 où vous pouvez également nous laisser des commentaires. Alors, messieurs, globalement, que pensez-vous de ce bilan en termes de statistiques des éléphants sous le sélectionneur Jean-Louis Gasset? Oui, c'est un très très bon bilan. En tout cas, un bilan satisfaisant pour un nouveau sélectionneur. Je pense que le petit bémol, ce sont les lacunes défensives, hein, les 3 buts qu'on aurait pu éviter de prendre. Sinon, dans l'ensemble, je pense que par rapport à Patrice Baumel, je pense qu'il y a un mieux déjà en termes de fond de jeu. Je pense qu'il y a une amélioration à certaines combinaisons qui sont emmenées, qui sont très bien emmenées par nos joueurs. Et ce qu'on remarque par rapport à Jean-Louis Gasset, c'est qu'il y a un peu plus d'engagement de la part des joueurs. Je me pose la question de savoir si c'est parce que c'est un nouveau sélectionneur et que chacun veut prendre sa place. Ça peut être une hypothèse, mais on attendra de voir sur la durée. Mais sinon, clairement, en termes d'engagement et de volonté dans la récupération, dans les duels, je pense qu'il y a un léger mieux. Il y a une équipe qui monte d'un cran dans ce secteur, dans ce compartiment. Et c'est une bonne nouvelle parce que lorsqu'on regarde la Coupe d'Afrique des Nations passée, cette CAN-là, c'est joué là-dessus. C'est joué au niveau tactique, mais c'est joué au niveau de la volonté, de l'engagement mis dans les duels. Donc c'est important de savoir que les éléphants ont progressé dans ce domaine-là. En tout cas, pour Jean-Louis Gasset, chaque joueur doit mériter sa place. Et ça, il l'a dit en conférence de presse. Voilà. Alors, votre avis, Yves, sur ce bilan? JB, bilan acceptable. Jean-Louis Gasset est en place depuis quelques mois. Il a dirigé 4 matchs à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est 3 victoires pour 1 nul, c'est 8 buts marqués, 3 encaissés. Donc je dis bilan acceptable. Depuis son arrivée, il n'a pas fermé la porte à certains joueurs. Il a commencé à prospecter, à rendre visite à certains joueurs pour leur expliquer son projet. Et là, pour cette fenêtre, on a assisté à la venue de certains joueurs qui étaient un peu récalcitrants, qui refusaient de venir en sélection sous l'ancien staff technique. Il a réussi à convaincre ces joueurs-là, donc je pense à Seko Fofana, je pense à Sengo Wilfried. Il nous a ramené quand même aussi de nouveaux joueurs, je pense à Crasso, je pense à Kanga Wilfried. Donc c'est un coach qui est en train de tisser petit à petit sa toile avec ses éléphants. Il a trouvé une ossature, il a trouvé quelques joueurs de qualité. Il est en train de renforcer cette équipe-là avec de nouveaux joueurs. Donc, il est en train de sonder. Il fait son travail de sélectionneur. C'est tout à fait normal. Donc, pour le moment, le bilan est acceptable, sous réserve. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, les équipes que nous avons rencontrées, quand même, il faut le dire honnêtement, sont des équipes un cran en dessous des éléphants de Côte d'Ivoire. Parce que le Lesotho, la Zambie, ce n'est plus la Zambie de 2012. Vous avez une équipe du Togo qui est en reconstruction. Vous avez une formation de la Guinée qui n'a plus, ce n'est plus la Guinée de 2004-2006 avec les Pascal Fionduno. Donc, c'est des équipes quand même en dessous de la Côte d'Ivoire. Donc, quand on regarde quand même ces bilans, on dit bilan acceptable, même pas aussi élogieux. On a envie de voir Jean-Louis Gasset face aux grandes nations
africaines. Je pense à l'Égypte, je pense au Ghana, je pense au Cameroun, je pense au Sénégal, pour véritablement juger de la valeur du technicien ivoirien. Mais pour le moment, un petit satisfecit de la part de Jean-Luc Gasset en ce qui concerne ses premiers pas avec l'équipe de Côte d'Ivoire. D'accord. Eh bien, quelles sont vos propositions pour améliorer l'équipe? Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. C'est le numéro de téléphone. N'hésitez pas à nous appeler pour nous donner votre avis tout simplement. Alors, Martial Gourou, la mission commando confiée par le président de la Fédération ivoirienne de football, M. Yacine Idriss Diallo, à Jean-Luc Gasset, est en marche. Oui, tout à fait. Et ça fait 4 mois, 8 jours que Jean-Luc Gasset a été nommé à la tête de la sélection de Côte d'Ivoire. Les autres l'ont déjà dit. Je pense que le bilan chiffré est satisfaisant. Mais moi, je fais un constat. Jean-Luc Gasset a utilisé 3 schémas. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fonction des différents schémas, l'équipe ivoirienne a du mal à décoller. Et les 3 premiers matchs, c'est en deuxième mi-temps que cette équipe a assez bien joué. Mais pour le dernier match, c'est le contraire qui s'est produit. L'équipe a joué très bien en première mi-temps et en seconde mi-temps, ça a été vraiment assez laborieux, difficile. Donc je pense que le constat que je fais, c'est qu'au niveau du schéma tactique, Jean-Luc Gasset est encore en train de se chercher et je crois que c'est là qu'il faut axer le travail. D'accord, merci beaucoup. Alors, en 2 regroupements, eh bien, il a pu voir à l'entraînement 39 joueurs. Est-ce que selon vous, messieurs, il a vraiment fait le tour de l'horizon? Non, pas du tout. Vous savez, quand on est un entraîneur en activité et tant qu'on est en fonction, on doit toujours faire le tour pour voir les joueurs en situation de jeu dans les clubs et surtout pour ne pas que l'entraîneur pense s'être trompé. Il faut toujours revoir les gens. Et puis, il faut aussi voir d'autres facteurs. Il y a les méformes, les blessures qui peuvent arriver. Donc, je crois que c'est toujours bien d'aller voir les joueurs en situation de jeu et je crois qu'il le fera jusqu'à la fin de sa mission. D'accord. Monsieur Soumaoro Malik nous appelle de Yopougon. Bonsoir, monsieur Soumaoro. Oui, bonsoir, JP. Comment allez-vous? Ça va un peu. D'accord. Et salut tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Allez, quelles sont vos propositions pour améliorer l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Bon, mon proposition pour améliorer, premièrement d'abord, au niveau de la défense. Au niveau de la défense, voilà, j'avais voulu comme ça que l'entraîneur fasse jouer. On a Eric Bailly qui sera de retour bientôt, donc avec Simon Belli, comment on appelle, Willy Bolly. Donc je vais un jeune et bon, pour ne pas dire un vieux. Un doyen, on va dire, oui. Un doyen en fait, voilà. Il faut faire un mélange pour voir parce que quand les 2 doyens vont jouer ensemble, là, on a vu face au Guinée, là, ça a été tellement rapide, le match a été tellement rapide pour les défenseurs même. Donc, associer un ancien à un jeune. Voilà, heureusement qu'il a été plus rapide, donc il a eu à attraper les joueurs là bien. Donc ça n'a pas été facile. Moi je veux qu'il associe au niveau de la défense entre les jeunes et les doyens. Maintenant, concernant le milieu, bon, il faut jouer avec Thierry Jean-Michel, avec Sangaré et Seko Fofana. Parce qu'on a vu lors des dernières minutes, 90 minutes, là, on a vu qu'est-ce que ça a donné. Donc il faut essayer ça aussi. D'accord. Voilà. Mais pas, maintenant à côté de l'attaque, là, bon, c'est Sébastien qui nous manque. Sinon, on a vu qu'il y a eu de bonnes opportunités. Il n'y a pas un grand buteur au fond là-bas pour débloquer les matchs. C'est ça. Donc, voilà. Donc, si on a un attaquant qui peut débloquer comme Sébastien Allaire, qui serait de retour, je crois que ça va nous faire du bien. Ok. Ça va nous faire du bien. Merci beaucoup, monsieur Soumaoro Malik. Comme il a vu tout l'effectif, lui-même il a vu tous les joueurs, là, il a fait tout le monde. C'est à lui maintenant de faire son choix. Ok. Et il ne faudrait pas se laisser les dirigeants influencer. Bon, voilà, il faut faire son choix. Même si les dirigeants veulent imposer, il faut démissionner. Comme Baye Elogi, on a vu au Maroc là-bas, il a démissionné. Donc, on n'a pas dit qu'ils l'ont chassé à cause de
C'est ça. C'est bien noté en tout cas. C'est bien noté. C'est bien noté en tout cas. Merci beaucoup, M. Soumaoro. Voilà. Oui, Yves, réaction. Je trouve que 39 joueurs, c'est petit. C'est pas assez pour un sélectionneur. Il doit encore prospecter. Il doit continuer ses recherches afin de dénicher des joueurs susceptibles de pouvoir renforcer cette équipe nationale de Et justement, quel joueur Jean-Louis Gasset doit voir à l'œuvre? Au-delà de ceux qu'on a déjà vus. Au-delà de ceux qu'on a vus, il y a quand même d'autres joueurs qui sont en train de s'affirmer. Beaucoup de joueurs, déjà il faut continuer la prospection au niveau de Wesley Fofana, qui est un bon joueur, il ne faut pas lâcher prise. Surtout en défense. Pour la défense, pour renforcer la défense. Je pense à Angelo Fulgini, qui avait été contacté à l'époque par Patrice Baumel. Je pense qu'il faut continuer, j'ai envie de dire aussi les rapprochements avec ce joueur qui évolue aujourd'hui du côté de Mayence en Bundesliga. Et puis il ne faut pas oublier aussi Yaya Fofana, le portier du SCO d'Angers. Je crois qu'il faut approcher ces joueurs, il faut les faire comprendre. C'est plutôt du Havre. Non, maintenant il est du côté du SCO d'Angers. Donc. Voilà. Donc il faut continuer de faire des prospections pour pouvoir amener beaucoup de joueurs dans cette équipe nationale qui pourraient, pourquoi pas, renforcer l'effectif des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est très important. On a besoin de joueurs de qualité, de valeur. On a besoin de doubler les postes à tous les niveaux pour qu'on puisse partir à la conquête de cette Coupe d'Afrique des Nations à domicile. Ballot. Oui, je partage l'avis d'Yves Boris. Ce n'est pas suffisant, 39 joueurs. Et ce sur quoi il faut accentuer la politique, c'est la politique de détection. Il a déjà entrepris une première étape en allant chercher un certain nombre de joueurs, Wilfried Kanga et Jean-Philippe Grasso. Mais il faut pousser cette recherche-là parce qu'il faut savoir que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est l'une des rares nations africaines qui a un grand nombre de joueurs inconnus à travers le monde. Donc il faut pousser cette détection-là jusqu'au bout. Tout à l'heure, Yves Boris parlait de Fulgini, mais moi aussi j'ai un coup de cœur en milieu de terrain. Il y a Fousseni Koulibaly du côté de l'Espérance de Tunis, de la Tunisie, qui a disputé son dernier match avec les éléphants face à l'Angleterre lors du match amical, qu'on peut rappeler, pourquoi pas, parce que moi je pense que... C'est bonne impression. Voilà, justement, il est performant dans son club, il a du temps du jeu. Donc je pense qu'il faut accentuer la détection au niveau des nouvelles découvertes. Et derrière aussi, je pense qu'on doit avoir une politique assez rigide en ce qui concerne les performances et le temps de jeu. C'est vrai qu'on a des cadres qui ont fait l'histoire de cette équipe nationale-là, qui sont potentiellement talentueux, mais un cadre peut apporter quelque chose sur la pelouse, mais aussi sur le banc de touche. S'il n'a pas de temps de jeu, s'il n'est pas performant, sur le banc de touche, il peut apporter son expérience à la jeune génération, il peut apporter son expérience au groupe, et ce n'est pas parce qu'il est cadre qu'il doit être forcément sur la pelouse. Donc je pense que si on part sur ce constat-là, si on part sur ce fondement d'une nouvelle politique impulsée par Jean-Luc Gasset, je pense qu'on pourra aller au bout. Parce que ce qu'on constate lorsque Jean-Luc Gasset est allé chercher certains nouveaux, c'est que si cette équipe-là injecte à chaque fois des nouveaux qui en veulent, qui ont de la détermination, qui sont performants, il y a moyen de faire basculer les choses. Lorsqu'on regarde le match face au Togo et face à la Guinée, je pense que les nouveaux venus sont pour beaucoup dans la victoire, à 50-60%, si on doit évaluer leur pourcentage d'implication. Donc, il faut insister sur cette politique-là. Certes, vous êtes un cadre, mais vous pouvez apporter aussi sur le banc de touche à travers vos conseils. Alors, Christophe Lerougnon nous appelle de Lakota. Bonsoir, monsieur Christophe Lerougnon. Bonsoir, la grande team. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Concernant notre question LGT, sur vos propositions pour améliorer l'équipe, eh bien, on a eu l'appel de monsieur Soumaoro Malik qui, lui, propose, entre autres, d'associer un ancien à un nouveau, à un jeune, en défense. Quant à vous, qu'est-ce que vous proposez, monsieur Lerougnon? Bon, moi, personnellement, j'ai été ébloui par ce que Gasset a proposé le match passé. Souvent, on est satisfait. Mais moi, mon inquiétude, personnellement, c'est le côté gardien. Si vous avez remarqué, avec le match France-Côte d'Ivoire, c'est sur un corner, notre gardien, l'actuel gardien, ne peut même pas sauter plus que ses adversaires, plus que ses partenaires, à plus forte raison ses adversaires. Donc tout corner est considéré comme un but. Regardez, suivez mon regard. À partir d'aujourd'hui où je vous parle, tous les corners de contre la Côte d'Ivoire, c'est un demi-but. Donc moi, ça m'inquiète. Et quand les corners viennent, toujours, mon inquiétude n'est pas épargnée, ça se transforme en but. Donc il faut un nouveau gardien.
Sinon, les autres compartiments, ça peut aller. Mais moi, mon inquiétude, le petit Koba Bari qui nous a donné la coupe là, il est petit, mais il saute. Mais regardez le but contre Togo, contre la Guinée. Contre la Guinée, mais il n'a même pas sauté, il n'a même pas sauté. La balle est venue comme un gardien du village. C'est pas possible. On n'a pas de gardien. On prie Dieu que, bon, au moins, lui, sa masse là fait peur aux adversaires. Mais celui-là, il ne fait même pas peur à l'adversaire. D'accord. C'est pas possible. C'est bien noté. Monsieur Lerougnon, merci beaucoup pour votre contribution surtout. Voilà. Alors, justement, parlons de ce poste de gardien de but. Alors, il a été utilisé sur les 4 matchs, les 4 derniers matchs de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui peut expliquer un tel choix, Martial? Je pense que le poste de gardien de but est un poste spécifique. Il est différent des joueurs de champ. Donc, et on a l'habitude de dire que c'est un poste très sensible. Oui, très sensible. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas griller les jeunes talents. Des gardiens qui sont tout jeunes, qui n'ont pas l'expérience de l'équipe A, il ne faut pas les griller. Je vais prendre un exemple. Le pauvre Gérard Niawa, vous vous souvenez tous, ce match au Stafford Boigny face au Cameroun, mais on l'a lancé dans le bain. Mais ce match a détruit totalement sa carrière. Donc c'est pourquoi, au niveau des postes de gardien de but, on fait très attention, on va petit à petit. Mais remarquez, lorsque Bobo était là, Badra n'avait jamais été aligné, sinon peut-être rarement. Mais est-ce que c'est la bonne formule? Oui, non, mais c'est ce que j'explique. Je vais dire qu'on prend l'exemple. Les gardiens qui étaient là, Ira Tapé, il a passé pratiquement une saison sans jouer au FC San Pedro. Et il n'y a pas longtemps qu'il trouve un club. Maintenant, le gardien du Havre, personnellement, je ne connais pas son temps de jeu, mais les gardiens, Issa, qui a joué avec le FC San Pedro, qui avait été désigné meilleur gardien, mais il n'a pas eu de visa, il n'est pas venu. Et le gardien de la SEC, Folie, il n'a pas aussi eu de visa. Donc, je pense que voilà les raisons. Après Yves, je parle sous votre contrôle, il n'y avait pas que Badra. Finalement, en France, avec l'équipe. Mais non, il n'y avait pas que Badra. Il n'y avait pas que Badra. Et ma proposition, Martial, c'était que sur au moins 45 minutes, si vous voulez 30 minutes, qu'on voit au moins un jeune. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que ce poste-là est tellement sensible que quand vous prenez des jeunes qui, pour la première fois, arrivent en équipe A, il ne faudrait pas les lancer aussitôt dans le bain. Ils sont déjà dans le groupe. Donc, finalement, à quel moment on les lance? Oui, mais je pense que pour les postes de gardien de but, lorsque le titulaire, le numéro 1 est là, très rarement, on voit le second ou le troisième gardien prendre la place. Et c'est comme ça se passe. Finalement, ça sera chaud si on applique ça. Figurez-vous que dès le premier match, lors de la prochaine CAN, Badra se blesse et qu'aucun joueur, aucun gardien n'a participé. Oui, mais Badra... Et qu'on n'a que des jeunes et qu'aucun gardien, aucun jeune n'a participé. Il a fallu que Gowo soit suspendu. Je suis d'accord. Ou un cas de dopage pour qu'on le lance dans le bain. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, il tient son rôle. Je suis d'accord. Et c'est comme ça, vous comprenez l'histoire de... À part Niawa, qui a eu le couac, mais la plupart des gardiens qui prennent la place des autres ont toujours assuré. En tout cas, on reviendra. Barry en finale 2015. Yves, permettez, on va vraiment revenir sur ce sujet-là parce que franchement, pour une fois, je ne suis pas d'accord avec vous. Allez, Monsieur Diomandé nous appelle d'Abobo. Bonsoir, Monsieur Diomandé. Bonsoir, JB. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Merci de nous rejoindre. Bonsoir à tous les invités. Bonsoir. Alors, Monsieur Diomandé, oui. Quelles sont vos propositions pour améliorer l'équipe de Côte d'Ivoire, notre sélection? Oui, bon, je vais aller compartiment par compartiment. Hein. Mais allez-y un tout petit peu plus vite parce que là, on a... Voilà. Bon, au fait, pour les gardiens de but, on a tous déploré qu'on n'a pas essayé les 2 autres gardiens. Voilà, bon, on a tous déploré ça, mais vraiment, mes compatriotes sont incroyables et puis vraiment, ils sont intéressants. À peine déjà 2 relances ratées par Badra, on commence à le prendre comme le gardien même qui n'est pas au niveau. Badra il me donne la sérénité. Un match de football ne peut pas se jouer sans que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire encaisse. Ça, c'est pour les gardiens de but. Maintenant, pour la défense. Là, hier, j'ai écouté nos journalistes disant que non, la défense n'était pas rassurante. Vraiment, c'est des trucs qui m'étonnent. Je ne sais pas si c'est le même match qu'on regarde. Mais comme chacun a son avis.
Sinon, si vous avez remonté le match sur la 3 aujourd'hui, j'invite tout le monde à réviser le match encore tranquillement. Vous verrez que la défense qui a été classée, c'est une défense qu'on doit reconnaître encore pour qu'on les voie ensemble. Okay. Moi, j'ai regardé le match en direct, j'ai revu aujourd'hui, parce que vraiment j'aime les éléphants. Mais cette défense a très bien joué le coup. La dernière fois, je vous ai appelé, j'ai dit que c'est la défense qui fait jouer une équipe. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est Dimane Memassa. C'est ça. Voilà. Vous avez vu que dans le match, si tu n'as pas fait la remarque, tu peux révisionner. Vous avez vu que dans le match, les gars jouaient pratiquement à partir du milieu, nos défenseurs. Donc, pour votre proposition, on conserve la défense. Donc, il faut les revoir. Maintenant, je suis d'avis avec le journaliste qui disait qu'il faut toujours explorer, rechercher d'autres joueurs parce que c'est deux défenseurs aussi. Ils peuvent avoir mes formes, comme le journaliste le disait. Ils peuvent avoir ce que je ne souhaite pas, des cas de blessures. Mais ce que je veux dire, ces deux jeunes-là, il faut les revoir ensemble encore. Ok, d'accord. Voilà. Ce que je veux dire. Donc, c'est ma participation, comme il y a beaucoup d'hommes là. C'est ça. C'est ça. Je voulais rebondir sur ce que l'appelant a dit. Et il n'est pas d'accord avec l'analyse des journalistes, mais j'ai dit malheureusement, c'est ce qui est juste. Et je vais vous expliquer. Vous savez pourquoi Gasset a choisi le 3-5-2? Allez-y. Parce que ce schéma tactique consiste à rendre la défense centrale plus dense et à créer le surnombre au milieu du terrain. Donc son objet est de remporter la bataille au milieu du terrain en renforçant la possibilité pour l'équipe de récupérer au plus vite le ballon loin de son but. Pourquoi Gasset décide de densifier sa défense centrale? C'est parce qu'il a constaté que les défenseurs centraux ne sont pas trop bons. C'est ça, en réalité, qui a poussé Gasset à appliquer ce 3-5-2. Et donc, il oblige les adversaires à passer sur les côtés parce qu'il a confiance à ses latéraux. Vous voyez? Donc, logiquement, ceux qui pensent que moi, je crois que dans cette équipe de Côte d'Ivoire, le chantier de la défense est le grand chantier qu'il faut vraiment entreprendre. On va écouter Balo et ensuite Yves. Oui, et justement, je voudrais emboîter le pas à Marcel Gourou pour répondre à l'appelant en lui disant qu'on ne parle pas de performance individuelle des défenseurs. Il faut faire la différence entre une performance individuelle d'un défenseur et un fonctionnement collectif de la défense. Et dans le fonctionnement collectif de la défense, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ces éléphants de Côte d'Ivoire-là ont du mal à être compacts, ont du mal à être hermétiques. Lorsqu'on regarde le match face à la Guinée, on constate que très souvent, Guirassy arrivait à prendre de la profondeur parce qu'il avait de l'espace. Face au Togo, on constate que l'attaquant de pointe du Togo, dont le nom m'échappe, arrivait aussi à prendre de la profondeur. Donc c'est une défense qui laissait beaucoup d'espace aux attaques adverses, qui permettait à ces attaques-là de combiner, de les mettre en difficulté. Mais en plus de ça, ce qui est assez grave, c'est que les attaquants avaient de la profondeur, ce qui n'est pas normal. Une défense ne doit pas laisser de l'espace dans son dos. Il a dit lui-même qu'ils étaient très avancés par rapport à leur positionnement défensif. Je pense qu'il faut avoir un juste milieu. Lorsque la Côte d'Ivoire est en phase offensive, c'est clair que le bloc remonte. Mais derrière, qu'est-ce qu'on fait des espaces laissés dans le dos de la défense? Le Togo et la Guinée, à chaque fois, se sont appuyés sur les espaces laissés dans le dos de la défense ivoirienne. Ça, c'est un véritable problème en termes de fonctionnement collectif d'une défense. Et une défense doit être hermétique, elle ne doit pas laisser de l'intervalle pour favoriser les combinaisons de l'équipe guinéenne. Je l'invite même à revoir le match pour constater effectivement que cette défense-là a laissé un boulevard, ce qui n'est pas normal face à des attaques. Si on affronte des équipes supérieures à ceux qu'on a affrontés, clairement, ça va faire mal. Si vous laissez de la profondeur à un Sadio Mané ou à Mohamed Salah, c'est clair que vous vous exposez. Donc, il faut qu'on revoie cela. La défense est encore un chantier à véritablement à travailler et à améliorer. Allez, Yves, juste avant vous, Saïmon de Cancun, il écrit ceci: la force de l'équipe de Côte d'Ivoire n'a jamais été les gardiens ou la défense. Il faut donc construire une équipe qui garde le ballon et attaque beaucoup. Je préfère le 3-5-2 ou le 3-4-3. Nous avons trop de talent au milieu aujourd'hui pour évoluer avec un milieu à 3. Seko, Kessié, Gbama, Sangaré, Seri. L'attaque, Zaha, Crespo, Crasso ou même Christian Kwame en pointe. Oui. Et Jean-Baptiste, effectivement, même pour revenir, c'était Kodjo là-bas, l'attaquant du Togo, qui s'est même procuré une occasion où Badra le sort du pied. Et Guirassy, lui, s'est procuré une occasion encore face à Badra. Donc, il faut faire attention, il faut laisser le moins d'espace et le moins de profondeur possible. Yves, vous allez avoir la parole, je vous assure. En part à Goïtafla, retrouvez M. Bois. Bonsoir, M. Bois.
Bonsoir JB, bonsoir au plateau là-bas. Bonsoir monsieur. Vous nous appelez de Goïtafla? Tout à fait, tout à fait. D'accord, c'est bien sûr à l'intérieur du pays. Tout à fait. Ok. Quel est votre avis concernant notre question LGT? Vos propositions pour améliorer l'équipe? Oui. Le secteur des gardiens de but là doit être amélioré. Et comment faire justement? Vous savez, regardez dans les grands clubs européens là. Sangaré est peut-être bon gardien, mais il n'a pas la taille même d'un gardien, un gardien de taille. Regardez, quand vous prenez les grands clubs européens, on ne recrute pas un gardien quand il a sa taille là. Hein? Et c'est un problème. En Afrique, généralement, bon, on se base sur certaines qualités pour être gardien de but, mais en Europe, c'est des gardiens de grande taille. Voilà. Donc, il faut qu'on nous recherche quelqu'un qui ait vraiment une taille qui soit bien. D'accord, mais on ne va pas imputer les qualités de Sangaré. Là, on est clair là-dessus. Il a des qualités. Non, il a des qualités, certes. Il a des qualités, certes. Mais s'il était un peu plus grand de taille, imposant dans les buts là, ça allait nous arranger en beaucoup de choses. D'accord. Voilà, ça allait nous arranger en quelque chose. D'accord. Donc, il y a un problème à chercher un gardien qui puisse être imposant dans les buts. Je pense que ça va nous arrêter. Sinon, tous les autres compartiments, Gassé, il va faire le travail qu'il a dit de faire parce qu'on a des joueurs qu'il faut pour pouvoir faire le travail. C'est ça. Mais on a un problème criard des gardiens de but. C'est tout notre problème. D'accord. Merci beaucoup, M. Bois. Voilà. Oui, Yves. Eh bien, JB, je vais quand même répondre rapidement à notre appelant pour lui dire que je ne crois pas que ce soit la taille qui fasse véritablement la force d'un gardien de but. Si je veux me référer sur 2 points, vous avez Keylor Navas qui n'est pas très grand de taille, mais c'est un excellent gardien. Vous avez Ochoa qui est un très grand gardien, qui est un très bon gardien. Mexicain? Oui, mais le Mexicain, mais qui n'est pas très grand de taille. Je vous donne un autre exemple. On avait Stéphane Loboué à la CAN 2008. Il rentre dans le match, il prend 4 buts face à l'Égypte. Il était très grand de taille. Mais on a vu ce qui s'est passé. Donc je pense qu'il faut se baser sur la qualité du gardien, sur sa capacité de lecture face à sa défense, face aux attaques de l'équipe adverse, sur sa capacité d'anticipation et puis surtout aussi sur sa présence sur sa ligne de but, sur sa manière de conduire sa défense. Je pense que c'est ce qui doit véritablement alerter les sélectionneurs. Et puis sur sa capacité de jouer balle au pied. Je pense que voici ce qu'il faut développer chez un gardien. Après, la taille, c'est quelque chose de très relatif. D'accord, c'est voilà, clair. on ne peut pas vraiment s'appuyer sur ça. Un mot sur la gestion du numéro 2. Alors, le numéro 2, ça peut s'expliquer pourquoi Gassé n'a pas peut-être voulu faire jouer Ira Tapé et le jeune Mohamed Koné. Ce n'est pas des gardiens qu'il a appelés de lui-même. C'est parce qu'il y a eu une disponibilité de Fofana Issa et puis de Charles Ayayi qu'il était obligé d'avoir des seconds gardiens, mais ce sont des seconds couteaux, parce qu'il ne faisait pas partie de sa première liste quand il l'a divulgué. Donc pour moi, il a jugé bon de ne pas les éjecter parce qu'il a estimé qu'il n'avait pas suffisamment de temps de jeu pour les voir en situation. Et ce serait dommage de les faire jouer ce genre de match parce qu'il allait peut-être les griller sur cette rencontre. Par contre, s'il avait Issa Fofana, s'il avait Charles Ayayi qui sont déjà en compétition, il aurait pu, pourquoi pas, essayer ces jeunes gardiens pour les voir en situation de jeu au moins sur une mi-temps. On a vu un Didier Deschamps faire jouer Areola lors de la Ligue des Nations avec l'équipe de France. Il a quand même testé tous ces gardiens pour les voir en situation de jeu et de voir qui serait capable d'être numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Et je crois que quand on sort de ce genre de match, on a quand même la hiérarchie qui est établie. Donc, on peut quand même accepter que sur ces 2 rencontres, Gassé n'ait pas fait jouer ces deux gardiens qu'il a appelés à la, je dis un peu au pied levé. C'était pour combler un vide. Mais je suis convaincu que pour les prochaines sorties, il appellera sûrement les gardiens qu'il voudra et sûrement il leur donnera cette chance de pouvoir participer à quelques minutes et de les voir en situation de jeu. Oui, et pour rassurer ceux qui disent que les seconds gardiens, voire le 3e gardien n'a pas pu se mettre en évidence, tout est question de ce qu'on fait hors de la pelouse pour les mettre en condition. Je pense que le staff technique est conscient que ces gardiens-là peuvent prendre le relais à tout moment. Donc, psychologiquement, je suppose qu'on les met sous pression. Je suppose qu'on essaie de les mettre dans les conditions en termes d'entraînement pour pouvoir prendre la place. Et pour revenir sur ce que Yves Bory disait, il a totalement raison. Lorsqu'on a un gardien petit ou grand de taille, ce n'est pas la question. C'est quels sont les avantages et les inconvénients d'un grand et d'un petit gardien. Un petit gardien peut se projeter vite vers le sol et peut être plus agile sur sa ligne. Un grand gardien peut être plus à l'aise sur les duels aériens, peut être
plus agile en ce qui concerne les claquettes, mais tout dépend de ce qu'on recherche. Donc, ce n'est pas une question de petit ou de grande taille, c'est une question d'avantages et d'inconvénients de son potentiel, de sa physionomie physique. D'accord. Monsieur Kwabena nous appelle de San Pedro. Bonsoir, monsieur Kwabena, et bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous les invités sur le plateau. Bonsoir, monsieur. Monsieur Kwabena, plutôt, on parle des propositions que vous pouvez faire pour améliorer naturellement l'équipe de Côte d'Ivoire. D'accord, merci beaucoup. D'abord, j'aimerais dire merci à la 3 et merci à toute l'équipe. D'abord, je vais intervenir au niveau de la défense ou au niveau du milieu. Oui. Je vais dans le sens de l'internaute qui a écrit tout à l'heure sur Facebook. Je crois que la force de l'équipe de Côte d'Ivoire n'est pas la défense. Même au temps de Kourou ou des Okora, on a toujours encaissé. Et l'équipe de Côte d'Ivoire n'est pas une équipe à vocation défensive. C'est une équipe qui a assez de milieux et assez d'attaquants. On a expérimenté le 4-3-3 pendant des années où on s'est rendu compte qu'avec le 4-3-3, le jeu pesait trop sur la défense parce que quand le milieu perd le ballon, rapidement on se retrouve à la défense alors que notre défense n'est pas rassurante. Je crois que c'est pour ça que Gassé a opté pour le 3-5-2 qu'il a expérimenté hier. Moi, je suis pour ce système-là parce que si les titulaires en défense reviennent, tels que Boli, Bailly et autres, Bailly qui est actuellement dans une défense à 3 à Marseille, il va plus maîtriser ce système-là parce qu'il est dedans à Marseille actuellement. Et au milieu, avec les joueurs qu'on a au milieu, on ne peut pas se permettre de jouer avec un milieu à 3. C'est impossible. On a Seko Fofana, on a Kessié, on a Famé. Si on veut jouer avec 3 milieux, on joue avec peut-être 50% de la capacité de notre milieu. Parce que si de ces 6 milieux actuellement en forme, Andamé, Seko Fofana, Kessié, donc il faut en profiter tout simplement, il faut en profiter. Voilà, donc il faut en profiter, il faut au minimum un milieu à 4, soit un 3-4-3 ou un 4-4-2, mais au minimum un milieu à 4. On ne peut pas jouer avec un milieu à 3 actuellement, c'est pas objectif. C'est bien noté. Voilà, donc c'était ma contribution, je vous remercie. D'accord. Et sur la page Facebook de la 3, monsieur Atien Yao Donatien nous dit ceci. Pour améliorer notre sélection nationale, d'abord, il faut trouver 2 bons gardiens de but à l'équipe et des défenseurs centraux athlétiques et en forme. Ensuite, trouver le remplaçant de Kessié. Enfin, jouer un jeu collectif, tactique et compétitif. En fait, ce que je voulais dire, pour revenir sur ce 3-5-2, est-ce que nous avons les hommes véritablement pour jouer ce système-là? Parce que ce 3-5-2 a des faiblesses. C'est-à-dire qu'on ne joue pas véritablement avec des latéraux. Oui, mais si vous remarquez bien, c'est le 3-5-2 qui nous a permis de gagner la CAN 2015. Donc, on a quand même les hommes. Avec un joueur aussi. Mais est-ce qu'on a des joueurs aujourd'hui, on a des pistons qui sont de qualité et on a des ailiers qui sont de qualité. Alors que je dis que la faiblesse de ce 3-5-2, c'est d'abord, on ne joue pas avec de véritables latéraux. De 2, on demande plus d'efforts physiques. Vous avez dû le remarquer. Bien sûr. C'est pourquoi, en seconde mi-temps, on a craqué. Maintenant, il faut une discipline dans l'axe, dans le milieu. Donc, voilà des éléments qui font que moi, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas tellement les éléments adaptés à ce système-là. Le système qui nous va le mieux, c'est celui du 4-3-3, parce que la qualité de nos joueurs se trouve sur les côtés et sur les ailes. Oui, voilà ce que je voulais dire. Oui, moi, je pense que par rapport au système, chacun a sa préférence, mais je pense que l'essentiel pour l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est qu'elle ne soit pas prévisible. Bon, pour ce qui est dit, Martial, du 4-3-3, c'est qu'on est plus prévisible, on est plus lisible dans notre jeu. Donc, si on veut diversifier le système pour qu'on soit plus imprévisible, je pense que ça peut être une bonne nouvelle, mais c'est vrai que chaque système a sa force et son inconvénient, mais moi, c'est au niveau véritablement de la défense. Il faudrait que Gassé, ça c'est ma proposition, trouve une solution pour qu'on, dans notre fonctionnement défensif, on ne laisse pas assez d'espace, surtout dans le dos de la défense. Il faudrait qu'on trouve un moyen à ce niveau-là. Après, vous avez une équipe de Côte d'Ivoire qui a un jeu offensif, donc forcément, vous allez avoir des espaces dans le dos. Il faut juste prier que nos joueurs retrouvent de la compétitivité
pour qu'il n'ait pas assez d'espace dans le dos de la défense. Oui, mais parce que si on veut composer une paire centrale véritable, ce sera forcément Willy Boli avec Eric Bailly qui vont former le duo de l'axe central. Mais vous avez un Willy Boli légèrement un peu plus lourd que Eric Bailly, donc forcément moins rapide dans le repli défensif. Ça fait partie des défaillances d'un système, mais au moins il faut trouver j'ai envie de dire, un système collectif qui va permettre de pouvoir rattraper les erreurs des uns et des autres. Oui, mais surtout être efficace. Gasset a utilisé le 4-4-2. On a vu, c'est vrai, ça n'a pas marché à un moment. Et quand il est passé au 4-3-3... Non, ça ne marchera même pas, je pense. Quand c'est passé au 4-3-3, on a eu un semblant de regain de vitalité. Mais avec le 3-5-2, j'avoue que la deuxième mi-temps du match face à la Guinée est la plus mauvaise des mi-temps de l'équipe de Côte d'Ivoire. Et ça, je pense qu'il y a une inquiétude. Oui, parce que les pistons n'arrivaient pas à boucher les couloirs. On va prendre l'avis de M. Kwasi, qui nous appelle du département de Ouélé. Bonsoir, M. Kwasi. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. Ok. Vous nous appelez d'où précisément? Je vous appelle de Nangokro. Nambokro. Nangokro. Ah, Nangokro. Oui. Ok, c'est bien noté. Voilà. Quel est votre avis sur notre question LGT? Nangokro, c'est dans la sous-préfecture d'Ananda, dans le département de Ouélé. Département de Ouélé, effectivement. Oui. Allez-y, réaction. Vos propositions pour améliorer l'équipe. Voilà, je vais prendre par compartiment. Mais assez rapidement, on a beaucoup d'appelants. Oui, quand on parle des gardiens de but, comme l'a si bien dit M. Parfait, on prend le bon joueur du moment. Parce que les deux gardiens-là, n'étaient pas prévus sur la liste du Gasset. Donc c'est parce que ceux qui ont été appelés n'ont pas pu rejoindre le groupe qu'il a appelé les deux autres en renfort. Alors, parce que là, les gardiens, là, tous les compartiments d'une équipe peuvent être touchés. Mais il faut faire très attention à ce compartiment-là, surtout le gardien de but. Parce qu'il faut mettre un gardien de but en confiance. C'est lui-là même qui peut mieux et qui va beaucoup s'entendre avec sa défense. Voilà. Maintenant, quand tu vois le Togo, le match contre le Togo, on a vu que le jeu de la Côte d'Ivoire des éléphants était très, très, très compact. Ils ont gagné par 2 buts à 1. Mais quand tu prends contre la Guinée, chaque équipe a eu sa mi-temps. Et souvent, parce que M. Soalio dit souvent, quand il y a un match, il faut plier vite le match. Il faut plier vite le match. Autant que faire se peut, en tout cas. Voilà. Et c'est ce que les éléphants ont su faire. Nous, on a eu notre mi-temps. On a plié le match, on a marqué 3 buts. Ok. D'accord. En deuxième mi-temps. Donc, ce que vous proposez concrètement? Bon, moi, je propose le 4-4-3. Ok. Moi, je propose le 4-4-3. Vous préférez ce système-là? 4-3-3. Je préfère le système. Mais le 3-5-2, là, peut aller souvent parce que ça dépendra de la force des joueurs. Si les joueurs sont performants, voilà. Un Serge, s'il est dans son temps de jeu, s'il est performant. Dans son état de grâce, oui. Voilà. Si on prend Deli, on prend Kosonou, s'ils sont eux aussi dans le temps de grâce, ou bien, comment il s'appelle, gaucher là, Onan. Il n'y aura pas de problème. Gislain, oui. Il n'y aura pas de problème. Gislain, voilà. D'accord. Merci beaucoup. D'accord, c'est tellement, voilà. Merci beaucoup, M. Kwasi. Allez, en tout cas, on va toucher un secteur que vous ne touchez pas beaucoup. Pas le mulet, non. Oui, mais le mulet, moi, j'ai rapidement quelque chose à dire. Rapidement, oui. S'il vous plaît, par rapport au milieu de terrain, il faudrait que Jean-Luc Gasset mette en avant la performance. Quand je dis la performance, ce n'est pas forcément la performance en club, mais les performances antérieures des éléphants. Parce que, en tant que spectateur des éléphants, on constate que sur les derniers matchs, depuis très longtemps, on a 2 groupes en milieu de terrain. On a les patrons
et on a les seconds couteaux. Les patrons sont Sangare Ibrahim et Seko Fofana. Et les seconds couteaux, Jean-Philippe Bamin, Cyril Jean-Michel, Franck Kessié. Et dans les seconds couteaux, le plus défaillant... c'est vous qui classez Franck Oui, Kessié, ça c'est mon avis, oui. Okay. C'est mon avis personnel, oui. C'est qu'on vient d'arriver. Oui, non. Il a été clair en même temps. Il a été clair en même temps, c'est son avis. C'est son avis. Clairement, moi je m'avance par rapport à la performance de Seko Fofana. Oui, il fait partie des patrons parce que j'estime qu'il va, pour moi, accentuer ses performances. Sur 2 matchs, oui, il a bien joué, mais il n'est pas encore un patron. Oui, mais en tout cas, on verra la suite. C'est son avis. On verra la suite. En tout cas, pour moi, c'est le patron. Je voudrais dire rapidement que je parlais tout à l'heure du fait que c'est pas parce que quelqu'un a un cadre qu'il doit être forcément titulaire. Il peut apporter aussi son expérience sur le banc. Et là-dessus, Kessié est un très grand milieu de terrain qui a beaucoup de potentiel, qui est très talentueux, mais sur les performances antérieures au niveau des éléphants, il est en deçà des autres milieux, donc il peut, pourquoi pas, attendre sur le banc et... Allez, malheureusement, on n'a plus assez de temps consacré à cette partie de l'émission. Yves, votre avis sur l'attaque? Jean-Louis Gasset a touché 11 joueurs. Est-ce peu pour le potentiel qu'on connaît? Oui, c'est peu. Aujourd'hui, je pense qu'en ce qui concerne les joueurs de couloir, on n'a pas de problème en réalité. Je pense qu'à ce niveau-là, on a les joueurs qu'il faut et on a quand même des doublures. Par contre, c'est au niveau de la pointe de l'attaque qu'il y a un souci. Hormis Sébastien Haller, on n'a pas de véritable doublure de Haller. Donc, c'est à ce niveau-là que Jean-Louis Gasset va devoir faire des recherches supplémentaires, additionnelles, pour nous trouver quand même des joueurs, 1 ou 2 joueurs capables de suppléer l'attaquant du Borussia Dortmund en cas d'indisponibilité. Et moi, je vois quand même 2 joueurs capables de pouvoir renforcer cette équipe. Je pense à Bayo Vakoun du côté de Watford. Et puis, je pense aussi à Franck Boli du côté de Ferencváros, qui pourrait pourquoi pas apporter un plus à cette équipe de Côte d'Ivoire, parce que Franck Boli a quand même été appelé en sélection et je crois qu'il a participé à un match c'était face au Mozambique, lorsque la Côte d'Ivoire participait aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Et ça s'est plus ou moins ça s'est plus ou moins bien passé. Il faut lui redonner encore cette possibilité, cette chance de revenir en sélection et de prouver de quoi il est capable. Donc, voici un peu des joueurs qu'il va falloir prospecter, sillonner, voir à l'œuvre et puis essayer de les intégrer dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, au niveau de l'attaque, oui, nos hommes de couloir sont toujours bons, ils sont toujours excellents, pimpants. Maintenant, c'est au niveau de la pointe, au niveau des finisseurs qu'il y a un véritable... En quelques secondes, Martial. Oui, en quelques secondes, vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, avec Crespo qui a fait un grand match hier, qui a fait 2 passes décisives, je pense qu'il faut trouver ce genre de milieu sortant qui envoie le ballon dans la surface de vérité adverse. Et si ça se fait, avec le retour d'Haller, je pense que l'attaque de la Côte d'Ivoire aura un rayonnement meilleur. Voilà. Et Kanga et Crasso étaient bons. Oui, Kanga et Crasso également. En tout cas, je pense qu'on va trouver encore du temps pour parler de cette équipe de Côte d'Ivoire. Eh bien, il est temps de marquer une pause. On continuera de parler des éléphants, mais cette fois-ci, des U23. Restez avec nous. La 3 était là. Restez avec nous sur la 3 pour ne rien rater. Au contrôle de choses qu'on appelle ça. Revivez les événements culturels comme si vous y étiez. Concerts, festivals, cérémonies de récompense, défilés de mode, concours de beauté, cinéma et conférences de presse. La 3 était là, le compte-rendu des points les plus chauds de Babi, d'Afrique et du monde entier. La 3 était là, à voir tous les vendredis à 20h15 sur La 3. La 3, nous offrons 3 fois plus. La reine du flow. Te voilà bien joyeuse tout d'un coup. Je suis trop contente d'aller voir ce chanteur, ça se voit pas. Yemi Montoya est une jeune femme talentueuse, compositrice et passionnée de musique urbaine. Si tu voyais sa tête quand tu regardes Charlie, l'ennui c'est que lui, il sait même pas que tu existes. Eh bien, j'aurais préféré que tu me dises autre chose, ma petite chérie. Fais attention, petit. Tout ce qui touche à ce business en meurt. Tu te rends pas compte que ce genre de boulot, c'est pas pour nous? On est musiciens et pas autre chose. La reine du flow. Elle rêve de devenir la meilleure chanteuse du milieu artistique. Yemi, tu es la meilleure. Alors c'est décidé. Maintenant, tu vas bosser pour nous. La reine du flow. Cependant, ses souhaits sont tronqués lorsqu'elle est impliquée dans une tromperie perpétrée par la personne en qui elle avait le plus confiance. On n'a qu'à lui mettre la coque sans même qu'elle s'en rende compte. La reine du flow. Et comme ça, ils t'ont mise en prison pendant 17 ans. Après avoir été emprisonnée à tort, Yemi Montoya
cherche à obtenir justice contre les hommes qui ont causé sa chute et tué sa famille. Les Montoya n'ont pas payé leur mensualité. Cru qu'ils assassineraient mes parents. Rien n'est plus dangereux qu'une femme qui a beaucoup souffert. Entre justice, vengeance et amour, Yemi Montoya pourra-t-elle vivre pleinement sa passion? Je veux le priver de sa fortune, de sa gloire. Je veux que Charlie paye pour ce qu'il a fait. La reine du flot, le nouveau feuilleton à suivre sur la 3. Du lundi au vendredi à 14h30, rediffusion 23h30 et le lendemain à 9h15. Voy a verte sufrir. Vice-championne d'Afrique en titre, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire des U23 entre en lice au deuxième tour des éliminatoires de la CAN de la catégorie prévue en 2023 au Maroc. Sur la route des éléphants se dresse le Niger. Le match aller aura lieu le 20 octobre prochain à Niamey et le retour le 27 octobre à Yamoussoukro. Alors messieurs, que savez-vous de cette équipe du Niger? Est-ce un adversaire difficile? Oui, je pense que j'ai vu quand même quelques matchs de cette équipe du Niger. Il y a un bon potentiel technique, il y a aussi de la rapidité. Mais lorsqu'on regarde le contenu, j'ai devant moi une liste où on a un certain nombre de joueurs, un grand nombre de joueurs qui sont déjà au niveau de certains clubs européens. Certes pas les top clubs européens, mais des clubs tout de même européens comme le Fuenlabrada un club espagnol. On a le Rayo Majadahonda. On a aussi au niveau africain, on a l'AS Douane au Sénégal, on a l'AS Police au Burkina, on a l'Olympique Lyonnais, Boyer, Philippe Nou qui joue à l'Olympique Lyonnais, on a l'AC Ajaccio, Boulassane Salim, on a un joueur même qui évolue au niveau du championnat ivoirien, Moussa Harouna Ibrahim au Sol FC, on a un joueur au FK Bilis en Albanie. Donc on voit que du côté du Niger quand même, il y a des joueurs qui évoluent en Europe. Donc ça peut être important aussi dans les grandes joutes footballistique. D'accord. Alors, l'inquiétude ne serait-elle pas plutôt du côté de la sélection ivoirienne qui n'a encore disputé aucun match de préparation, Martial? Oui, c'est possible, ouais, parce que l'équipe de Côte d'Ivoire va commencer sa préparation mardi prochain pour 3 jours. Et ensuite, la semaine qui va suivre, il fera encore 3 jours. Donc, avant de jouer ces matchs aller-retour qui se joueront en une semaine. Mais la grande inquiétude même, c'est au niveau des joueurs qui évoluent à l'étranger. C'est-à-dire que c'est les éliminatoires des JO, ne se jouent pas Paris 2024. à date FIFA. Donc, ça veut dire que les clubs ne sont pas obligés de libérer les joueurs. Donc, les dirigeants ivoiriens vont essayer de négocier avec les clubs pour que les clubs puissent libérer les joueurs. Donc, en dehors de cela, il y a aussi le cas des joueurs de la SEC et du Sporting qui sont en compétition africaine. Et les dates coïncident. Donc, les joueurs de la SEC ou bien du Sporting qui seront retenus ne pourront pas être au regroupement avec les autres joueurs. Donc voilà un peu l'inquiétude au niveau de cette équipe de Côte d'Ivoire. Et merci aussi pour les informations fraîches que vous venez de nous communiquer. Et bien sûr, les images que vous avez pu voir, fans de sport, amoureux de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, eh bien, le président de la FIFA a rencontré certains joueurs de cette catégorie susceptibles, bien sûr, de porter le maillot national. Alors Yves, que savez-vous du potentiel de cette équipe ivoirienne des U23? Bon, on prédit un bon potentiel. J'espère que Ernest Faé va faire vraiment une large prospection pour nous emmener les meilleurs, parce que lors de cette réunion avec le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, il y a certains footballeurs que je n'ai pas vus. Je n'ai pas vu Guiagon Parfait, je n'ai pas vu Datro, je n'ai pas vu aussi Nguessan Jean. Donc je me pose quand même des questions. Est-ce qu'on va se limiter à ce qu'on a vu lors de cette réunion, ou bien on va élargir la liste à ces joueurs que je viens de citer? Je pense aussi à certains joueurs tels que Ben Lassina Koné, le fils de l'entraîneur de l'US Bafing, qui est aussi un très bon joueur. Qui évolue en Italie. Qui évolue en Italie, en Série B, qui est un très bon joueur, qui pourrait pourquoi pas renforcer cette sélection. Je pense que c'est une sélection où on prédit, comme je le disais, on prédit un très grand avenir, parce qu'on a quand même de très bons joueurs de cette tranche d'âge-là, qui sont quand même dans de très bons clubs et puis qui ont prouvé
de quoi ils sont capables avec quand même les clubs où ils étaient ici en Côte d'Ivoire. On sait que Konaté Karim n'est plus à présenter, Diakité aussi n'est plus à présenter. Donc voici quand même des joueurs de valeur, de qualité sur lesquels on pourra compter pour cette campagne des U23. Et on a un bon espoir. On a un bon espoir parce que le vivier est grand, il est large, il y a des joueurs de talent. Et pour nous, on espère que MS Faye, mon inquiétude, c'est que MS Faye n'a pas vite commencé, j'ai envie de dire, son ratissage en réalité. Il n'a pas vite commencé son ratissage. Est-ce qu'il a pu convaincre certains clubs de pouvoir libérer, est-ce qu'il va pouvoir convaincre certains clubs de pouvoir libérer un peu plus tôt les joueurs pour qu'ils puissent avoir le temps de travailler constamment avec eux afin de commencer à bâtir une ossature, une équipe compétitive. Voici toute mon inquiétude en ce qui concerne MS Faye sur ce dossier, sur cette sélection des U23. En fait, ce que je voulais dire, je disais tantôt que les matchs vont se jouer à des dates qui ne sont pas FIFA. Donc, beaucoup de clubs ne vont pas libérer. Donc, pour ce que j'ai entendu, les informations qui me parviennent, c'est que les gens vont essayer de bâtir une équipe à base de joueurs locaux. Maintenant, concernant la préparation, je pense que les dirigeants fédéraux, surtout en Afrique, doivent maintenant... l'équipe U23 est l'antichambre de l'équipe A. Donc, comme l'équipe A fait les matchs amicaux à date FIFA, donc il faut au même moment organiser des matchs amicaux aussi pour les équipes. Et c'est ce qui se passe en Europe. Donc je crois qu'ici, en Côte d'Ivoire, il faudrait que désormais la fédération pense à cela. La solution justement, j'avais évoqué ce cas sur ce plateau lorsque Jean-Luc Gasset avait été nommé sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. J'avais estimé qu'il n'était pas judicieux. Il fallait détacher MS Faye de la sélection A pour qu'il puisse se concentrer sur la sélection des U23 afin de mieux préparer cette équipe-là. Parce que après cette qualification pour les JO, eh bien, il n'y a plus de regroupement de cette catégorie pour commencer à préparer une nouvelle génération, malheureusement. On a mis du temps avant de trouver un nouveau sélectionneur à cette catégorie. Donc pour moi, MS Faye aurait dû s'exonérer un peu de ses tâches avec l'équipe A et se concentrer sur les U23, commencer à prospecter, commencer à chercher, jouer des matchs amicaux afin de commencer à avoir une ossature, une équipe qui va aller à la conquête de cette qualification pour les JO. Martial, vous êtes d'avis avec cette proposition de Faye de se détacher Bon, je pense que logiquement, c'est ce qui devait être fait. Mais malheureusement, on nous a dit qu'ils sont en train de le préparer à prendre le relais après que Gasset ait fini sa mission. Mais sinon, je crois que l'équipe U23, c'est une grosse équipe. Parce que c'est là qu'on prépare l'équipe de l'avenir du football ivoirien. Oui, mais donc, normalement, il vient des U23. Je crois qu'il faut avoir un sélectionneur qui est vraiment détaché de toutes ses responsabilités. Parce que là, Faye Mess, actuellement, il est en France avec l'équipe A. Alors qu'il faut déjà préparer... Les poulains sont à Abidjan. Donc, je crois que... Il faut y penser. Il n'y a pas une grande lisibilité aussi de sa politique, parce qu'effectivement, le fait d'être engagé avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire fait qu'il n'y a pas une grande lisibilité en ce qui concerne sa politique, mais je pense qu'il peut bien exploiter cela. C'est à lui de prendre ce qui est bon avec cette équipe nationale de Côte d'Ivoire pour venir la mettre en pratique avec les U23, tout en lui accordant un peu plus de temps, bien sûr, accorder plus de temps à cette équipe des U23. D'accord, donc greffer ça à ce qu'il aura, enfin greffer ce qu'il a appris avec Jean-Luc Gasset, avec l'équipe A, oui, les U23, parce que les U23 toquent à la porte des A. D'accord. Alors, au-delà de tout ce qu'on vient de dire, d'énumérer, conditions de préparation, date qui n'est pas FIFA, des joueurs qui ne pourront certainement pas être libérés par leur club, est-ce que la Côte d'Ivoire a des chances de passer les obstacles qui se dresseront devant elle, à savoir le Niger et potentiellement le Soudan ou le Bénin au troisième tour? Je crois parce que la Côte d'Ivoire a quand même vécu dans cette compétition. Elle a disputé les JO en 2008 concernant le football. Et récemment, en 2021, la Côte d'Ivoire était au JO. Et je crois que par rapport à cela, on a beaucoup de chances de franchir ces étapes-là. Donc moi, je vais me baser sur la qualité intrinsèque des joueurs ivoiriens. De façon naturelle, le footballeur ivoirien est talentueux. En Côte d'Ivoire, tout de suite, lorsqu'on est gamin, qu'on est dans les rues, on place 2 petits cailloux et puis on commence à jouer au football. Donc, de façon naturelle, il y a ça dans le sang des footballeurs ivoiriens. Maintenant, après, c'est l'encadrement, la compétitivité, les mettre dans des conditions pour qu'ils puissent être performants.
là, après on parle de professionnalisme, du football de haut niveau. Après, c'est le football aussi des jeunes. On ne sait pas véritablement quel est le travail qui est abattu du côté des autres nations. Mais je me dis, avec la qualité intrinsèque de nos footballeurs, s'il y a un bon travail qui est concocté, qui est fait par Emers Faye, oui, on pourra pourquoi pas passer l'obstacle nigérien. On est déjà battu dans cette catégorie. Oui, en 10 secondes. Oui. Avec le jeune Dao, hein, Yves Boris fait bien de parler de qualité intrinsèque de cette équipe. On a le jeune Dao qui a été bon pour moi lors des Jeux Olympiques, qui va aider cette équipe, qui peut même prétendre, pourquoi pas, un jour être appelé en sélection. Youssouf, est-ce qu'il n'a pas l'âge qui a déjà dépassé? Oui, bon, mais en tout cas, il est bon. La grande team pour aujourd'hui, c'est terminé. Martial, merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci. À bientôt pour un autre plateau. Tout à fait. Yves Boris, merci. Balo, on se dit à demain, à bientôt. À demain, Je vois à la maison, merci d'être toujours fidèle à la grande team, à la chaîne globalement. Vous le savez, ici, c'est 3 fois plus de sport et 3 fois plus de musique. Merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours, vous le savez, c'est 3 fois plus.